on n'est pas capable de manière exacte de dire ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il faut essayer de l'anticiper. On a certainement besoin, on va élever vers un monde qui sera différent de celui qu'on connaît. De toute façon, moi, je sais pas, je commence à avoir un certain nombre d'années derrière. Je vois bien que le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde de mon enfance. Donc, ce sera encore une fois, sur la croissance démographique qui était très forte mondialement et généralement dans toutes ces années-là. Donc, on va être effectivement obligé d'aider à la définition d'un monde nouveau. Mais ça passe par des tas de choses. Il y a effectivement la volonté des uns et des autres d'agir le plus vite et le mieux possible. Il y a aussi quand même un besoin de technologie, alors pas n'importe lesquelles, de réflexion sur ce qu'on peut faire, de ce que sont les possibles, hein, dans des domaines très variés qui vont de l'agriculture à au maintien de la... Alors, on a l'impression, à vous entendre, que finalement, on est dans un état d'impréparation totale face au changement climatique, qui est quand même un phénomène qu'on a décrit il y a plusieurs décennies maintenant. Vous évoquez dans votre livre un certain nombre de points de blocage. Alors, on a parlé du manque d'ambition politique, mais il y a effectivement aussi la question des technologies. Toutes les technologies nécessaires sont-elles disponibles ou pas? Bien sûr, la finance qui ne joue pas forcément son rôle. Il y a également, et c'est important, je crois, quand on s'intéresse à l'interface entre la science et la société, la science n'est plus, elle est challengée par la société. Tout le monde ne vous croit plus. Et puis, je dirais qu'il y a quelques sujets qui sont rarement pris en compte, et vous en avez évoqué un tout à l'heure, c'est la démographie, par exemple. Alors, est-ce que comment faire pour finalement engager la transformation sociétale qui est nécessaire en prenant en compte tous ces sujets et sans doute beaucoup d'autres, euh, pour nous mettre en ordre de bataille le plus rapidement possible, parce qu'on a l'impression d'être non seulement dépassé par les phénomènes, mais en même temps de ne pas être prêt à l'action. Oui, mais je pense que c'est un constat malheureusement qui est là en fait, hein. Je crois qu'on est... Alors, ça dépend beaucoup des différents pays, ça dépend, je crois, énormément des problématiques de, de formation des jeunes, parce que je crois qu'on a pendant beaucoup trop longtemps utilisé un langage qui est avant tout un langage d'alerte. Donc, le langage d'alerte n'est pas le langage d'action, c'est des choses qui sont assez différentes. Donc, si on veut agir, il faut être capable de franchir une espèce d'étape qui, enfin, souvent de titres là, invisibles qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Il y a un peu ce domaine-là, dans enfin, cette dimension-là, dans ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est en trouvant les leviers, effectivement, et ces leviers, c'est pour ça que je m'intéresse aussi à la dimension régionale, s'incarnent toujours dans des actions qui sont des actions concrètes, qui sont des actions de terrain, qui sont des actions... Il y en a beaucoup en France. On est peut-être impréparé, mais il y a énormément de choses qui se font, hein. Donc, il ne faut pas être non plus d'un pessimisme trop large par rapport à cela. Mais je crois que ce passage d'une compréhension des enjeux à ce qui est nécessaire à mettre en œuvre dans des domaines extrêmement variés, hein, quand on regarde ce qu'on peut faire pour je sais pas, essayer de trouver des manières de faire voler malgré tout quelques avions. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir envie de faire et pour lesquelles il faudra regarder en détail dans ce que ça implique et ce que ça veut dire pour le futur. Donc, je crois que bon, il y a un mot qui est important toujours dans tout ça, c'est la complexité, hein. Donc, je crois que c'est Umberto Eco qui disait que y a tout problème difficile, il y a une solution, et très généralement, c'est une solution fausse. Donc, on est un petit peu
confronté à ce genre de choses aujourd'hui. On a besoin, effectivement, d'aller vers des réflexions qui soient plus fortement partagées et qui soient plus fortement en capacité ben, pas de dicter ce que sera le futur, mais enfin, en tout cas, de trouver les mécanismes qui nous amènent le plus vite possible vers des solutions qui soient possibles. Donc, le futur sera un futur différent d'aujourd'hui, nécessairement, mais je pense qu'il faut qu'il le soit dans des conditions qui soient les meilleures possibles pour éviter Alors, les vous guerres. avez participé à une expérience qui était tout à fait intéressante et assez novatrice, qui était le réseau Acclimatera, donc un réseau de scientifiques qui avait été mandaté par le Conseil régional d'Aquitaine à l'époque, et qui vous a demandé de faire une espèce d'état des lieux, un petit peu comme le ferait le mini-GIEC, un mini-GIEC, un état des lieux des changements climatiques en Aquitaine, puis en Nouvelle-Aquitaine, et puis de voir les transformations sur les 30 prochaines années, et d'établir un diagnostic pour que le politique puisse se saisir de ça. Vous avez par la suite, et c'est aussi intéressant, fait le service après-vente en quelque sorte de ce travail en allant au-devant des acteurs de la société civile, des entreprises, des agriculteurs, etc., pour présenter vos résultats. Est-ce que ce travail-là ne devrait pas être d'abord effectué dans toutes les régions, et quels enseignements tirez-vous de ces deux rapports à Climatera? Oui, j'en tire beaucoup de choses en fait, parce que c'est un travail qui a été fait au départ de manière enfin, effectivement demandé par la région Aquitaine. Alors, moi, je suis parisien de travail, mais enfin, c'est ma région et les gens le savaient. Donc, on a effectivement, je pense, beaucoup plus de facilité quand on est dans un domaine régional pour regarder ce que sont les enjeux de manière finalement assez concrète. Hein. Donc il y a cette dimension-là qui fait que je crois on a une capacité qui n'est pas facile, qui n'est pas avérée. Hein. Il y a des points de blocage ou des points de non-compréhension partout. Il y a aussi en Aquitaine comme ailleurs. Par contre, ce que je vois, c'est que il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'endroits où ce qu'on a fait, qui est pas quelque chose de pas très compliqué, c'est plutôt une dynamique hein, qui peut se mettre quelque part. D'abord, ça a eu des résultats. Je pense que bon, il y a beaucoup de débats qu'on peut objectiver à partir de ce qui se passe, à partir de ce qu'on peut faire avec un bilan approfondi de comment fonctionne la région. Donc, je dis approfondi, c'est au mieux de ce qu'on a pu faire avec des moyens relativement limités, mais qu'on fait toujours. Hein, on n'est pas, on peut pas parler au passé d'Acclimatera. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une quinzaine à peu près de régions qui font Avec des ambitions diverses, hein, parce que des ambitions diverses, mais qui agissent Climatera, dans c'était ces plusieurs domaines-là. centaines de Voilà. scientifiques quand même à la Voilà. fin. Donc, c'est des enjeux qui commencent à se développer. Moi, honnêtement, je crois qu'il y a nécessairement un temps pour les choses. On peut pas, donc, ce qu'on voit quand même dans les régions, c'est qu'il il y a un temps pour le bio, pour des situations nouvelles, tout ça se met en place quand même de manière réelle. C'est ce qui est, moi, je serais assez optimiste si on n'était pas confronté à cette vitesse avec laquelle les choses se font au niveau des émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose qui est quand même pris par surprise de manière très grande quand on regarde le premier sommet de la Terre, celui qui était donc en 2000. Le premier, c'était Stockholm en 1961. Stockholm, voilà, Stockholm. Alors j'ai eu la chance, j'étais dans mon lycée, d'avoir passé mon bac, d'avoir des professeurs qui m'ont raconté ça à ce moment-là. Donc, mais on ne parlait pas du tout du changement climatique comme aujourd'hui. C'était quelque chose qui n'existait pas. Donc les premières réflexions qui correspondent un peu à ce qu'on regarde aujourd'hui
c'est au moins 10-20 ans plus tard, quand on se rend compte que ces gaz à effet de serre, au départ, on ne savait même pas s'il y en avait beaucoup dans l'atmosphère, si ce n'était pas quelque chose de tout petit. Et, et donc, dans les années 80-90, on a commencé à se rendre compte que oui, c'était important. Et avec déjà finalement une prise de retard qui était amplifiée par le climato-scepticisme et par beaucoup de choses de ce type-là. Donc on est face à un problème qui est extrêmement nouveau, qui va vite, et c'est ça qui en fait la difficulté majeure aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rattrape le temps face à des enjeux qui sont marqués de manière aussi forte. Et je crois qu'on sera nécessairement dans quelque chose qui ressemblera à la création d'un monde un peu différent. Hein. Donc on espère qu'il sera un monde agréable, mais je crois que c'est quelque chose à laquelle on n'échappera pas. On commence à voir, notamment outre-Atlantique, mais pas seulement, des entreprises qui proposent des services pour l'instant, de captage de CO2 ou de compensation des émissions par la plantation de forêt, par exemple. Il y a depuis une vingtaine d'années des réflexions dans certains laboratoires pour aller encore plus loin, c'est-à-dire modifier le climat dans le sens opposé à celui qu'on a fait depuis un siècle, et donc tenter de refroidir le réchauffement, en quelque sorte, en brumisant, par exemple, des particules de soufre dans la haute atmosphère ou carrément en renvoyant une part plus importante du rayonnement solaire grâce à des miroirs disposés dans l'espace, etc. Est-ce qu'il faut craindre ce genre de nouvelles prestations de services de géo-ingénierie? Est-ce que c'est totalement fantasmagorique et ça ne verra jamais le jour? Ou est-ce qu'on est à la merci au hasard d'un Elon Musk qui voudrait faire son beurre avec la géo-ingénierie? Moi, je pense qu'il y a un réel danger autour de ces problèmes-là. J'ai d'ailleurs signé des pétitions dans ce cadre-là, ce que je fais rarement. J'aime pas trop, justement, avoir des idées qui sont difficiles à partager quand on est très nombreux. Donc, mais là, je crois qu'il y a un vrai problème parce que, et qui est amplifié par le fait qu'on utilise le mot de géo-ingénierie. Pas que vous l'ayez fait, mais c'est un mot qui est un mot qui a des ressorts très, très différents. Ça peut être il y a bons, des choses importantes à faire, à mettre en œuvre, qui sont certainement positives, qu'on peut appeler géo-ingénierie. Et puis, il y a effectivement ces particules qu'on met très haut dans l'espace et qui ont des effets qui sont très probablement d'une très grande portée et qui sont très dangereux. Pourquoi ça? D'abord, parce que ces gaz à effet de serre, quand on les met, ils vont permettre. Alors, ce n'est pas des gaz, je dis gaz, je m'excuse, c'est des particules qu'on met dans la haute atmosphère. Et ces particules, elles sont là pour une période qui est beaucoup plus longue que quand c'est auprès du sol, mais qui quand même implique d'être constamment relancé. C'est-à-dire, on met des particules, ça refroidit. Ce refroidissement, il faut l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, c'est un refroidissement qui au moment s'arrêtera et puis on reviendra à un réchauffement brutal. Alors là, pour le coup, qui correspondra à ce qu'on ne sera plus en situation de faire. Et apparemment, quand même, moi, je ne suis pas un spécialiste vraiment complet de ce genre de choses, mais il y en a dans mon laboratoire. La première, Olivier Boucher, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui a travaillé beaucoup sur ces problèmes-là. Donc, on est dans une situation où, effectivement, si on commence, il ne faut pas s'arrêter. Et par ailleurs, on sait qu'il n'y a pas que la dimension globale que ça implique au niveau de la planète. Les gaz à effet de serre se mélangeant, c'est nécessairement un problème global, mais au-delà de ça, c'est un problème qui va avoir des conséquences sur l'agriculture, sur des tas de domaines qui sont vitaux pour nous. Le risque, c'est que c'est apparemment faisable. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont hors de portée. Et pour tous les pays pour toutes les personnes qui se disent, ma foi, il faut fait pas
pas d'omelette sans casser des œufs, on va faire quelque chose, on verra bien. On risque d'être plongé dans des situations qui vont être effectivement à ce moment-là dangereuses. Et il y a quand même des débuts de cela, des financements, des mises en place de financements qui ont ces visées-là. Donc il faut faire très attention qu'effectivement on peut se trouver, c'est un cas, dans des situations où, par envie d'aller vite, par envie de dire on y va, on n'a pas peur. On risque de créer des situations vraiment très dommageables. Voilà. Ça, il est imaginable donc que les entreprises puissent, je ne sais pas comment ça se passerait, s'équiper de grands dirigeables brumisateurs ou de systèmes de captage de CO2 dont on ne sait pas ce qu'ils feraient par la suite. C'est En fait, vraiment ce qui avait été fait au début, c'est... Pardon, j'ai coupé la parole. Mais c'est des choses qui sont... il y a des calculs qui sont souvent des calculs un petit peu simples, hein, mais qui ont été faits sur tous ces enjeux-là. Et oui, on peut envoyer avec des ballons, effectivement, avec des particules dans la stratosphère et les y laisser pour un long moment, je sais pas, en tout cas quelques bonnes années. Et puis après, ça tombe. Donc, ces choses-là sont à prendre vraiment au sérieux, je pense. Après, il y a bien sûr beaucoup de choses positives qu'on peut faire, hein, et qu'on appelle aussi de la géoingénierie. Quand il s'agit de réparer des forêts qui sont abîmées. Là, on est sur de la géoingénierie qui est compliquée, d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours non plus très facile de voir comment on fait les... Je ne suis pas du tout compétent par rapport à ça, mais je sais qu'il y a là aussi une bonne et une mauvaise façon d'agir, hein. Mais on sait qu'il y en a de bonnes. Réparer tout ce qu'on a abîmé dans nos forêts, c'est quelque chose qui est d'une grande évidence pour le moment. Je vous propose maintenant d'ouvrir la discussion avec tous les autres panélistes. Il y avait une question de Christian Guyard pour commencer. Oui, j'ai mis en lecture. C'est à propos de vous parler de complexité et de bonnes décisions. Et puis je vois un argumentaire, je ne sais pas s'il est vrai, de la Ligue de défense de défense des conducteurs. Finalement, le passage aux véhicules électriques, est-ce que ça économise, ça évite tant que ça du CO2 au niveau mondial? Et puis, corrélation, qu'est-ce qu'on fait des anciennes voitures? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Enfin, ça pose le problème du recyclage de ces voitures-là qui bouffent aussi de l'énergie. Enfin. Moi, je pense qu'il y a ce niveau-là, une première nécessité, c'est effectivement d'être capable de se réunir, d'avoir des lieux où on peut débattre de ces problèmes-là. Moi, je sais que ça fait beaucoup d'années que je travaille sur ces enjeux-là. Il y a des domaines qui me sont, je ne dirais pas interdits, hein, ce n'est pas le cas, mais sur lesquels la réflexion multidisciplinaire ne se fait pas facilement, parce que c'est des filières intellectuelles qui sont assez différentes les unes des autres, parce que les enjeux qu'on doit pouvoir mettre en place pour comprendre un peu mieux, ça n'existe pas toujours. Donc, moi, je crois qu'il y a un manque très grand aujourd'hui de réflexion partagée sur ces enjeux-là. Et tant que cette réflexion partagée n'a pas lieu, n'a pas lieu plus fortement qu'elle n'a lieu aujourd'hui, on se posera les questions que vous vous posez. Moi, je me les pose aussi. Est-ce que ce n'est pas le rôle, par exemple, de l'Académie des sciences ou quelle serait la bonne agora pour débattre de ces sujets compliqués? Alors, si, c'est un des rôles de l'Académie des sciences. Et bon, on sait qu'il y a eu quand même des soubresauts à l'Académie sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est un peu différent, je pense. Mais ce n'est pas l'Académie toute seule qui va régler ces problèmes-là. On a besoin d'avoir c'est des enjeux qui sont vraiment multiples et complexes. Tout ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, qu'est-ce que ça deviendra dans 10 ans, dans 20 ans? Quels sont les points
de basculements auxquels on n'avait pas, des basculements qui sont dans l'action qu'on peut prendre ou dans celles qui s'imposent par la planète. Où est-ce qu'on sera vraiment par rapport à ces enjeux-là dans 20 ans ou dans 30 ans? 20 ans ou 30 ans, c'est rapide finalement. Je me rends compte que je suis au-delà de ça, moi. Donc, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Donc, on a absolument besoin d'avoir cette réflexion partagée aujourd'hui fortement. On ne peut pas traîner. Il y a des enjeux de court terme. Moi, je pense qu'il y a vraiment des enjeux de court terme auxquels on doit s'atteler. Et puis, à côté de ça, on doit avoir des réflexions de long terme aussi qui accompagnent aussi vite que l'on peut ces enjeux-là. Et c'est difficile, effectivement, aujourd'hui de le faire complètement, même s'il y a un peu partout des initiatives, mais elles ne sont pas faciles à mettre les unes à côté des autres. Ma question, elle est quand même sur la véracité des chiffres qui sont avancés, hein, les 12% de CO2, la part réelle des émissions des automobiles. Voilà, mais moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. D'accord, ok, voilà. Merci. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions, interrogations, interpellations? Il y avait moi, j'aimerais bien revenir sur l'histoire des lieux de construction de consensus, finalement, parce qu'on a l'impression, en tout cas pour la France, que la réflexion, elle se fait dans différentes agoras. Il y a le Parlement, il y a l'Académie des sciences où on en a parlé, il y a aussi le CESE, où on débat beaucoup de ces questions-là aussi. Mais on a l'impression que chacun réfléchit dans son coin, sans doute en oubliant certaines thématiques. On a évoqué la démographie tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin pour construire justement le consensus sociétal qui sera nécessaire pour engager les transformations qui s'annoncent, de créer quelque chose d'autre, ou est-ce qu'on peut se contenter de ce qu'on a? C'est une question difficile, presque piège, parce que il y a beaucoup de choses qui ont lieu un peu partout en France, à l'étranger. Donc, on n'est pas en déficit de réflexion. On est plutôt en déficit effectivement, de laisser ces réflexions se propager, s'étudier. Voilà. Autrement, donc, ouais, je le dis mal parce que ça veut dire que c'est quand même un déficit. Mais c'est un déficit qui n'est peut-être pas celui qu'on attend. Il y a beaucoup de réflexions qui se font un peu partout. Il y a beaucoup la difficulté, c'est que quand on veut essayer même un territoire comme la région Aquitaine, c'était une chose qui nous a frappé. Quand on a regardé un peu les premières fois quels étaient les enjeux auxquels on se confrontait et ce que en tant que scientifique, le monde scientifique avait pu aborder. En fait, on s'est rendu compte que les décisions qui ont été prises au niveau de la région pendant les années qui précédaient avaient eu très peu d'usage de ce que la science avait fait. Parce que ça ne savait pas trop se servir des résultats scientifiques, parce que il y avait des problématiques de temporalité qui n'étaient pas nécessairement les mêmes, parce que donc c'est parmi les choses qu'on a pu faire avec Aclimatera, c'était de temps en temps d'essayer d'apporter ce visage de la science et de ce qu'il implique pour un futur qui est celui des prochaines décennies, disons. Mais ce sont des choses qui ne se construisent pas tout à fait du jour au lendemain. Moi, je crois beaucoup à l'importance de tout ce qui est formation aujourd'hui, formation des jeunes, d'avoir des gens qui soient autonomes dans leur réflexion, qui soient même en capacité de débattre de manière vive par rapport à des enjeux dont on ne sait pas exactement toujours les mesurer complètement. Et puis d'être aussi capable, ce n'est pas nécessairement le rôle de la science en tant que telle, de faire le lien entre ce qui est, on a notre nécessité, on a des méthodes de travail qui font qu'on doit tenir, autrement on n'est plus des scientifiques. Si on dit que le chiffre,
c'est 2,4, je dis ça au hasard. On ne va pas s'amuser à dire on va faire 3 parce que c'est plus beau, quoi. On doit rester sur des logiques. À côté de ça, il y a beaucoup de manières de faire des liens. Et ces liens-là, je crois qu'il faut que les gens se les approprient aussi assez fortement. La Climatera, il y a quelque chose qui s'est fait un peu, je pense, par le hasard des nécessités, mais il y a à Climatera, c'est le domaine des scientifiques. Et puis il y a à côté Néoterra, ça c'est le domaine des gens qui agissent, qui mettent en place des... Et puis il y a des liens fréquents entre ces deux domaines. C'est pas toujours... On est dans un monde réel, hein, il n'est pas toujours parfait, mais en fait, je trouve que ça donne une bonne idée de ce qu'on doit pouvoir faire aujourd'hui. C'est essayer de trouver ces liens un peu partout. Et ça vient un peu lentement, mais ça vient. Alors, 2 autres questions à venir. La première posée par Laurie de Boll. Oui, je posais la question de que vous parlez d'une échéance à 20 ou 30 ans. Concrètement, à quoi on doit s'attendre et vers quoi est-on lancé? Parce que vous disiez également que ça allait plus vite que ce que vous pensiez. Et du coup, est-ce que ça va aller encore plus vite? Est-ce que c'est le risque là qu'on tergiverse pas un peu trop? Si vous voulez, oui, ça c'est aller vite. Alors après, ça ne veut pas dire... on est confronté en tant qu'enseignant en particulier, pour en tout cas, à des interprétations de ce qu'on dit avec des mots qui sont des mots très simples et puis qui laissent entendre des choses qui le sont moins. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Je crois qu'on n'est pas dans un monde qui va disparaître, hein. J'entends des tas de choses qui sont liées au fait que finalement, on serait dans des difficultés qui sont absolument non solubles. On est dans un monde qui devient différent, assez rapidement différent, et auquel il faut se préparer de manière aussi de plus en plus forte, rapide, réfléchie. Ça ne veut pas dire qu'on soit dans un monde complètement défini, enfin, dans un monde complètement perdu, hein. Donc, mais par contre, je crois que voilà, on doit prendre en compte autant qu'on le peut tous ces indices qui nous viennent maintenant de manière un peu plus forte. Je vois sur un thème très concret, on a eu des inondations, on voit un peu partout des choses qui se passent, qui sont dangereuses, on a quand même maintenant, avec tout ce qui s'est passé, des outils pour dire un peu ce que ça peut être, comment on peut essayer de tirer parti de ce qui s'est déjà passé pour mener des actions de prévention, pour mener des actions. Tout ça, il y a beaucoup d'espaces dans lesquels on peut travailler maintenant, parce que malheureusement, les choses se sont engagées, se sont faites. Donc, je crois qu'il faut essayer de lier un peu tous ces enjeux-là le plus fortement possible, en restant aussi dans l'idée qu'on n'est pas tout seul sur la planète, et puis voilà, mais qu'il faut le faire aussi pour les autres. Une autre question de... voyons, que je ne me trompe pas, de Magali Renner, pardon. Oui, bonjour. Merci. En fait, je voulais revenir. Vous avez insisté sur la nécessité de créer des lieux, d'espaces de réflexion interdisciplinaire. Si j'ai bien compris, Acclimatera a créé ces lieux-là au niveau régional. Est-ce que vous auriez des exemples un peu concrets de rencontres comme ça interdisciplinaires autour de certains sujets qui ont permis, voilà, l'émergence d'une forme de consensus scientifique interdisciplinaire? Voilà, par cette, est-ce que, ouais, voilà, savoir si vous auriez des choses un peu à nous raconter de cette expérience-là qui vous ont effectivement marqué, ou tout d'un coup, là, des chercheurs disciplinaires assez différentes autour d'un sujet. Je pense, c'est difficile à dire parce que il y a c'est des choses qui se développent et s'échelonnent un petit peu au fil du temps. Et au départ, c'est toujours des choses qui se font par la rencontre de quelques personnes. Et puis ensuite, il y a une envie d'aller un petit peu au-delà, de comprendre un peu mieux les choses. Donc tout ça, c'est assez naturel, ça se fait. Là où on a des... Donc, on n'est pas, j'ai essayé de dire tout à l'heure, on n'est pas quand même
perdu, on n'est pas dans un domaine vierge de toute initiative, il y a beaucoup de choses qui se font quand même. Par contre, il y a des points de rencontre qui sont un peu plus difficiles. Donc c'est cela peut-être qu'il faut privilégier aussi, parce que bon, on parle de voitures électriques, on est en droit, et ça a été posé déjà de manière un peu précise tout à l'heure. Ben oui, on est en devoir de savoir ce que sera l'électricité de demain, si elle sera... Donc, petit à petit, ces choses-là, oui, se font par éléments de contexte. C'est pas tout à fait facile de les faire évoluer, parce que ce que l'on ne partage pas facilement, ce sont des connaissances scientifiques qui sont très variées. C'est-à-dire, on a la communauté strictement scientifique, elle est finalement assez petite, enfin, pas très petite, mais elle n'est pas... si on rapporte ça au nombre de personnes qui passent un bac, par exemple, c'est quand même très petit. Donc, on a un besoin, là, effectivement, de créer ces lieux-là un peu plus fortement. Alors, un peu plus fortement, c'est... Il y a eu quelque chose d'important qui a été fait au niveau du ministère. Alors, c'était Jean Jouzel et puis Lucas Badi qui ont piloté ça. J'étais là à un certain moment. Bon, c'est pendant presque deux ans. C'est de voir comment on peut effectivement définir des nécessités de compréhension des enjeux pour l'ensemble des gens qui sont au niveau... Dans plusieurs régions, on a vu des COP régionales, hein, je pense à la Bretagne, à la Normandie, à l'Île-de-France, qui ont essayé finalement de faire se parler différents publics, scientifiques, politiques. Oui, dans les régions, ça vient très fortement. Hein. Je pense que la Bretagne aussi a mis en place, enfin, il y a beaucoup je dirais presque la Martinique, enfin, il y a beaucoup d'endroits en France, donc au sens un peu large, où les choses se font, et même, et ça avait été initié par Climatera il y a quelques temps, d'avoir des moments de rencontre de ces... On appelle ça les GIEC. Non, ce n'est pas les GIEC, les Grecs, pardon. Les Grecs, c'est les groupes pour le... Les mini-GIEC. Voilà. Alors, c'est différent des GIEC fortement, parce que dans ces domaines-là, on est obligé de prendre en compte l'humain, les actions qui se font au niveau humain, donc la biodiversité. Et c'est des choses que le GIEC n'est pas fortement en capacité de faire, et puis surtout de regarder des échelles d'espace et de temps qui sont différentes, et qui demandent en fait, et là c'est quelque chose de un petit peu nouveau, une science un peu différente aussi. Si on veut regarder ce qui se passe après après une grosse inondation, ou après dans un péritomètre donné, ben c'est pas la science qu'on fait avec les modèles climatiques d'aujourd'hui, qui sont des modèles à grande échelle pour regarder ce qui se passe, qui permettront de faire cela facilement. On sera obligé d'avoir recours à des choses un petit peu nouvelles. On essaie de le faire, de l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de choses qui se réfléchissent. Après, il faut essayer de ne pas empêcher la prise d'action, mais de la surveiller quand même. Alors, à propos d'action, Esther Amar voulait revenir sur l'un de vos propos en début de discussion à propos des... Esther, tu peux peut-être poser ta question, c'est plus simple. Oui, bien sûr. Bonjour, merci Hervé Letreux pour cette passionnante présentation. Vous avez dit au début, des centrales solaires impliquent de couper des forêts, c'est un dilemme. Comment vous vous situez vous-même sur cette question qui est... Alors, c'est un dilemme qui est un dilemme... Bon, là, je suis sur des territoires qui sont ceux dans lesquels j'ai été élevé très largement, près du bassin d'Arcachon. Et donc, je suis très sensible à ça. Cette forêt-là, c'est une forêt qui était une forêt largement artificielle, qui a été faite dans les années 17e siècle à peu près, au départ, parce qu'il y avait des problématiques très... Il y avait du palu, enfin, c'est des régions qui étaient très, très peu peuplées, très malsaines. Donc, c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'artificiel, de tout ce qui a été fait là. Donc, c'est une forêt un peu artificielle. Et de ce point de vue-là,
le débat n'en est que plus difficile parce que c'est la plus grande forêt de France. Hein, donc, c'est une. Donc, il y a des gens qui trouvent que c'est pas gênant d'en couper un petit bout pour fabriquer, pour faire du solaire. Et moi, je partage un peu, je partage cette vision-là. Je crois qu'il faut effectivement avancer à partir de tout ce qui est énergie renouvelable le plus fortement possible. Et là, c'est quand même une occasion. Après, moi, en tant que personne ayant beaucoup passé de temps dans ces forêts-là, je suis très triste quand on coupe un arbre, c'est clair. Voilà, mais bon, il faut le faire. Mais donc, c'est des enjeux qui sont quelquefois un petit peu difficiles à dessiner de ce point de vue-là. Et la réflexion est toujours nourrie très vite d'éléments. Alors, je crois qu'il y a eu des disputes, hein, et ces disputes sont pratiquement que des disputes entre personnes qui sont, j'allais dire, vertes, qui sont acquises à ces enjeux. Vous tiendriez les mêmes propos si la centrale solaire en question devait être construite non pas dans les Landes de Gascogne, mais dans la forêt guyanaise? Ouais, je pense que oui, on a des besoins aujourd'hui auxquels il faut se confronter. Alors, je ne sais pas exactement, comme je ne connais pas cette autre forêt en détail, je ne vais pas m'engager pour elle complètement, mais je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de mettre en place un certain nombre de choses et au moins d'en débattre de manière la plus rapide et la plus réfléchie possible. Je voudrais compléter, si c'est possible, Valérie, juste, est-ce qu'il existe une carte des forêts qui sont menacées ou en tous les cas concernées par l'éventuelle installation d'un champ solaire en France? Est-ce que cette carte existe ou est-ce que tous les projets sont au sein juste des bureaux d'études des sociétés d'énergie renouvelable? Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de l'État, hein, et donc il y a des cartes, oui, il y a des cartes, je ne sais pas dans quelle mesure c'est les cartes qui sont faites à Grenoble ou à Paris ou à Bordeaux sont liées les unes aux autres. Je pense qu'il y a quand même des choses un petit peu séparées qui se font. Mais oui, c'est un travail qui existe. Ce qu'il faut, c'est le mettre en œuvre, qui est toujours un petit peu plus difficile. Mais on manque pas toujours de documents, on manque surtout de capacité à agir face à ces documents-là et face à la... On a aussi, il faut le dire, sur tout ce qui est... là, on parle d'un mot qui est mal compris, souvent l'adaptation. L'adaptation, c'est souvent vu comme quelque chose qui est un peu une traîtrise, quoi. On essaie de trouver d'autres solutions plutôt que de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on doit mettre sous le nom d'adaptation. On doit essayer de développer, au contraire, des méthodes qui soient adaptées à un tissu régional un peu fort. Donc, tout ça, ce sont des choses qui se déterminent actuellement de plus en plus, mais encore une fois, le temps, c'est la difficulté majeure. Alors, une question consommation de Christian Guyard. Oui, à propos de gaspillage de ressources, et puis sur la réflexion globale, au lieu d'essayer que chaque petit secteur industriel réfléchisse dans son coin, il y aurait peut-être une réflexion globale sur la fabrication des biens, non? Sans paraître trop planificateur. Oui, je pense que ça a existé très fortement. À une époque, ça s'appelait le plan. Il y a toujours un plan. Donc, là encore, il y a pas mal de choses qui existent. Je crois que ce qui est quand même important quand on arrive dans la mise en œuvre concrète, c'est que les enjeux sont toujours un peu différents. Donc, il y aura besoin nécessairement, à un moment ou à un autre, de se prémunir, enfin de se décider par rapport à des enjeux qui sont
qui sont toujours un peu différents. La région Aquitaine, là, dont on a parlé, c'était très grande aujourd'hui, donc on ne peut pas facilement regarder comment on gère l'eau dans la région de Poitiers ou près du Pays Basque. Les enjeux ne se posent pas de la même manière. Donc, il y a besoin des deux. Il y a besoin que l'État et au-delà de l'État, tout ce qui se fait au niveau international, parce que comme une grosse partie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont des gaz à effet de serre qui sont mélangés, où on a une part qui est relativement faible. Donc, on doit essayer effectivement de recouvrir un peu ces différentes échelles. Et l'échelle, elles ont tout un sens. Toutes ces échelles ont tout un sens. Et par contre, je pense qu'on peut se priver d'aucune. Et donc, par là même, on peut se priver d'aucune. Et ça a lieu, mais ça va vite aussi. C'est-à-dire que les enjeux ne sont pas les mêmes. 10 ans après, les choses sont devenues très différentes. Il faut voir qu'aujourd'hui, pour donner un exemple, on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ces gaz se stockent, comme je l'ai dit. On avait, dans les années 60, à peu près 10 milliards de tonnes de carbone par an qui étaient installées dans l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est à peu près 4 fois plus. Et ce n'est pas 4 fois plus parce qu'on a cumulé les choses au fil du temps. Chaque année, on a un certain cumul. Et quand on regarde ce qu'est ce cumul de l'année, ce cumul de l'année est 4 fois plus fort à peu près que dans les années 60. Donc, on est face à un problème qui fait que quand on parle à des étudiants, depuis un certain temps, comme c'est mon cas, on est obligé de modifier son discours. On n'est pas face à des enjeux qui sont les mêmes. Il n'y a pas le son. Ah, moi, je m'entends. Mais c'est pas. Non, mais c'est Valérie qui n'a pas de micro. Valérie, on ne t'entend pas. Pardonnez-moi, c'est une habitude chez moi, on m'entend une fois sur deux. Donc, je vous demandais si vous aviez encore des questions, des remarques, des interpellations. Et si ça n'était pas le cas, eh bien, on clôturerait ce webinaire. Tu peux rappeler le titre du livre? Alors, je rappelle le titre, c'est « Climat et civilisation, un défi incontournable » aux éditions RS. Ça sort ces jours-ci. Alors, il ne me reste plus qu'à remercier Hervé Letreux de nous avoir consacré du temps. Et merci à vous. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous avons un prochain webinaire sur, là, pour le coup, l'hydrogène dans quelques jours, et puis sur la directive CSRD d'information informations extra-financières des entreprises que le Parlement vient d'adopter. Voilà, ce sera avec l'eurodéputé Pascal Durand. Voici pour le programme. Merci à vous toutes et tous et bonne journée.